ta business ne pourra jamais s'élever plus haut que toi. Puis, qu'est-ce qui fait que tu t'élèves pas? C'est toutes sortes de choses qui se passent dans ton subconscient. Des blessures, des traumas du passé, des fausses croyances sur toi-même, ou des pensées limitantes que ton éducation t'a mis. Donc, le plus que tu peux découvrir ce subconscient-là, puis c'est quoi tous les mécanismes qui sont derrière toutes les décisions que tu prends, puis derrière ta perspective, le plus que tu peux venir défaire des nœuds qui vont te permettre soudainement de prendre l'expansion. Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Vision Dev. Je m'appelle Cédric Coulombe, cofondateur de Vision Dev, notre entreprise d'investissement privé à Montréal. Sur le chemin de bâtir notre portefeuille de rêve, on interviewe des entrepreneurs, des innovateurs à succès pour qu'ils viennent nous raconter leur parcours, leurs défis, leurs visions et nous donner des outils qu'on pourra éventuellement utiliser pour mieux gérer notre business. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on renverse les rôles. Je prends en charge le podcast pour interviewer mon partenaire Léo Brunet et discuter avec lui de son parcours entrepreneurial, pourquoi l'immobilier est un bon investissement et pourquoi le développement personnel est aussi important dans son cheminement vers le succès. Vous ne voulez pas rater cet excellent épisode. Et maintenant, un petit mot de la part de nos chers commanditaires. Les gens viennent souvent me voir pour me demander par où est-ce que je commence si je veux me lancer dans l'investissement immobilier. Je vais toujours recommander le CIQ, le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, parce que pour nous, c'est là que tout a commencé, puis c'est le club le plus établi au Québec. Puis on peut dire que ça a bien fonctionné pour nous. On a acheté pour plus de 20 millions de dollars en investissement immobilier, c'est une centaine de portes, on a bâti 2 fonds immobiliers. Bref, vous voyez l'image. Au club, on a appris plein de choses comme comment dénicher les meilleures opportunités, comment les analyser comme un pro en utilisant des chiffriers, comment structurer un deal avec des partenaires, comment travailler avec l'argent des autres quand on n'a pas nécessairement les mises de fonds requises quand on commence dans l'immobilier. Bref, tout ce qui est nécessaire dans un coffre à outils d'investisseurs immobiliers. Puis c'est pas tout, c'est également une communauté. Comme je disais, c'est super important de s'entourer des bonnes personnes. On le dit toujours, tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Mais le club, c'est ça. C'est une façon de s'entourer des personnes qui sont déjà rendues là où tu voudrais et poser tes questions. Pour vous, chers auditeurs, le club offre une promo. Vous avez simplement entré le code promo VisionDev sur leur site web quand vous voudrez acheter plusieurs de leurs produits comme leurs livres ou accéder au mensuel qui est un événement de réseautage à ne pas rater où on est toujours présent, leur formation, les voyages dans le sud, etc. Et on a déjà, nous, tout consommé ça, puis c'est de l'excellente qualité. Donc, encore une fois, utilisez le code promo VisionDev pour accéder au club d'investissement immobilier le plus établi au Québec. Monsieur Léo Brunet, bienvenue au podcast de Vision Dev pour le 35e épisode. Merci, sir. Tu viens avec nous en tant qu'invité aujourd'hui. On a changé de chaise. Oui, complètement. Puis ça va être une expérience intéressante pour moi de voir commencer de se faire interviewer. Donc, cette idée-là est venue de toi qui voulais parler de ton parcours ou c'était plus l'équipe qui avait hâte d'entendre parler de toi? Ben, je sais plus trop comment on a pris la décision, mais c'est surtout venu après que toi, tu sois venu sur le podcast. Fait que, j'imagine qu'on s'est dit qu'on devrait avoir les deux fondateurs sur le podcast puis approfondir un peu chacun nos perspectives sur les débuts de notre business. T'as une histoire unique et intéressante, donc c'est vraiment idéal aujourd'hui de pouvoir parler de ça. Le podcast Vision Dev, c'est notre 35e épisode. Toi, tu as commencé ça il y a environ combien de mois en ce moment? Ben, ça va faire 2 ans. 2 ans. Et pourquoi penses-tu tu as vu le besoin ou tu avais la volonté de créer un podcast au sein de Vision Dev? C'était quoi ton why par rapport à ça? Ben, c'est parti du fait que j'en écoute vraiment beaucoup moi-même. J'ai commencé avec Tim Ferriss il y a longtemps. Podcast d'entrevue, podcast de business, mais de plein d'autres sujets que la business aussi. Et après ça, c'était plein d'autres podcasters depuis. Et j'aime les histoires d'entrepreneurs. J'en suis un, mais j'aime entendre celles des autres. J'aime les gens qui ont des visions un peu hors du commun, des visions audacieuses, puis qui savent l'amener dans la réalité. Le podcast, je le dis souvent, il a failli être appelé d'une vision à une réalité avant d'être appelé podcast Vision Dev. Puis c'était ça que je voulais mettre de l'avant. Parce que j'aime ces histoires-là, puis je me suis dit que ça serait une occasion de donner une voix à des entrepreneurs qu'on voit peut-être pas dans le public, parce que c'est pas des entrepreneurs au niveau de ceux que, mettons, Tim Ferriss interview. Mais je voulais les rencontrer, je voulais les entendre, puis fait que c'est un outil de réseautage pour moi.
Ça a assouvi ma curiosité de qu'est-ce qui se passe dans les autres industries. Puis entendre parler un peu d'autres choses que l'immobilier, parce qu'on est dedans tous les jours. On est dans des événements d'immobilier, on rencontre tout le temps du monde d'immobilier, mais je rencontre pas beaucoup de pharmaciens opérateurs. Je rencontre pas beaucoup de gens qui hustle en tant qu'artistes pour se créer une carrière dans le monde de la musique, mettons. Fait que c'est une occasion de voir qu'est-ce qui se passe autour. Puis, utiliser ces idées-là après pour... c'est ça, je voulais savoir le lien avec Vision Dev, avec l'immobilier. Pourquoi tu penses que ça a été une valeur ajoutée dans l'entreprise? Dans notre entreprise, comme je disais, toutes les idées qui proviennent de comment ces gens-là gèrent leur business viennent nous inspirer, nous, sur comment on pourrait travailler autrement en immobilier. Ça peut nous faire on a eu du monde en marketing qui sont venus sur le podcast, du monde en AI, qui sont venus nous ouvrir les yeux sur des potentiels pour notre propre business. Fait qu'on se trouve des fournisseurs quasiment en faisant ça, ou du moins des mentors sur des domaines qui ne sont pas de l'immobilier, mais qu'on utilise déjà. Le marketing, Philippe qui est venu parler d'actuariat sur le podcast, c'est intéressant comme perspective sur l'investissement. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis c'est aussi une façon de faire rayonner Vision Dev, parce que tous les gens qui écoutent, qui sont peut-être déjà dans le réseau de ces invités-là, ça leur donne une chance de découvrir Vision Dev par la bande. Donc, pour nous, c'est une façon de se faire connaître aussi. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que ton rôle au sein de Vision Dev, c'est devenu beaucoup de créer du contenu versus que de travailler directement dans les tâches de l'entreprise? Créer du contenu à l'intérieur de nos efforts marketing, oui. Parce que le marketing aujourd'hui, c'est beaucoup de la création de contenu, c'est de raconter une histoire, c'est de se faire connaître. Puis, je dirais, oui, définitivement plus qu'il y a 2 ans, mettons. Quand on a commencé à faire plus de marketing, mon rôle, c'est beaucoup plus enligné vers ça dans la business. Depuis que Gabriel m'a libéré de l'acquisition aussi. Parce qu'avant, tu mettais la majorité de ton temps dans l'acquisition. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est quoi, comme tu divises ton temps, de quelle façon? C'est beaucoup plus fragmenté parce que je fais du marketing, je fais des relations investisseurs, je travaille un peu avec Gabriel en acquisition parce que, veux pas, il y a beaucoup de choses qu'on fait en parallèle. Et je travaille sur le futur de Vision Dev aussi beaucoup. Je suis constamment en train de penser à c'est quoi Vision Dev demain, puis c'est quoi les rencontres qu'on devrait faire aujourd'hui pour préparer le terrain pour demain. Donc, je passe quand même beaucoup de temps sur de la planification ou de la formation, comme j'ai fait avec M1, qui est une académie de levée de capital, de fonds, etc. Donc, c'est assez partagé, mon temps. On passe du temps ensemble à regarder certains problèmes de la business puis essayer de trouver des solutions ensemble. C'est quoi ta vision par rapport à la création de contenu, comme avec le podcast, comme avec le marketing en général pour l'entreprise? Je connais l'entreprise, ça fait juste 2 ans qu'on s'est mis à faire du marketing. Donc, comment ta vision a changé avant de commencer à créer du contenu, puis aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans l'entreprise? Ça a changé un peu de façon... ça a changé un peu en même temps que notre modèle d'affaires a changé. Et c'est quand on a réalisé qu'on était prêt à transformer Vision Dev en une plateforme dans laquelle les gens peuvent investir, mais dans laquelle beaucoup plus de monde peuvent investir qu'avant. Avant, nos projets étaient plus réservés à des gens expérimentés en immobilier. Puis aujourd'hui, les structures qu'on offre permettent à des gens complètement inexpérimentés en immobilier d'investir avec nous. Donc, soudainement, on gagnait à être connu d'un beaucoup plus grand bassin de monde qu'avant. Avant, on était connu du réseau de l'immobilier plus. Puis c'était plus du bouche à oreille. Mais maintenant, on invite des gens de tout plein de domaines à investir avec nous. Donc, soudainement, il fallait être connu de tout ce monde-là qui gagnerait à nous connaître, qui pourrait vraiment avoir des belles opportunités en investissant avec nous. Donc, il fallait créer du contenu qui était aligné avec leurs besoins à eux. Puis eux, leurs besoins, c'est investir, c'est placer leur capital, c'est penser à leur patrimoine, c'est s'éduquer dans l'immobilier.
parce qu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances. Ça leur prend un minimum d'éducation en immobilier avant de faire des premiers investissements, même passifs. Donc là, soudainement, notre contenu est devenu plus éducatif, parler de nous, de notre histoire, se présenter personnellement. Mhm. Le podcast joue un rôle aussi là-dedans, parce que par le choix des invités qu'on amène, ça en dit beaucoup sur nous. C'est qui nous intéresse, c'est qui fait partie de notre réseau, etc. Et pourquoi tu penses qu'il y a eu un changement de mindset ou de changement de modèle d'affaires? Pourquoi, dans le fond, Vision Dev a changé de modèle d'affaires pour arriver à un modèle plus ouvert aux investisseurs? Ça a tout le temps été notre vision. Moi, de très anciennes conversations qu'on avait, je me souviens d'une où j'étais au téléphone avec toi, puis un de nos partners dans le temps, puis on pensait à notre vision du futur de Vision Dev. Puis je me souviens qu'on se disait qu'on imaginait une plateforme sur laquelle on pourrait ramasser de l'argent de plein d'investisseurs autour de nous, puis que nous, on serait responsable de ce montant d'argent-là, puis de le déployer dans l'immobilier, puis de le gérer pour ce groupe-là. Puis c'était ça qui nous allumait dans le temps. C'était ça la vision. On ne savait pas comment, on savait même pas comment l'investir, comme du monde encore. Mm-hmm. Mais c'était ça qu'on voulait. Puis on attendait seulement d'être prêt, d'avoir suffisamment d'expertise pour être digne de confiance pour des gens qui n'ont aucune connaissance en immobilier. Puis ce moment-là est arrivé il y a pas mal 2-3 ans, quand on a pris la décision d'ouvrir notre premier fonds. Puis le contenu a comme suivi. La stratégie marketing a suivi. Exact. Puis aujourd'hui, on est rendu où? Aujourd'hui, on a fait du chemin dans les 2 dernières années. Premièrement, on est sorti de la pandémie. Les taux d'intérêt ont redescendu. On s'est mis à réacheter des immeubles beaucoup plus fréquemment. Ça nous a amené du revenu. On a Gabriel puis Olivier qui ont joint notre équipe. Puis depuis ce temps-là, Kyle. Fait qu'on est une team. Puis on a parti 3 fonds depuis. Ces fonds-là ont vraiment accéléré notre croissance parce que là, on a accès à plus de liquidités. On est capable de se positionner pour faire des acquisitions plus facilement. On a des revenus, ce qui était difficile dans nos débuts. On ne chargeait pas beaucoup de frais, on n'était pas structuré de manière à supporter une entreprise comme on l'est maintenant. Donc là, vraiment, on est capable de foncer, puis on a une stratégie marketing, on a un podcast. C'est quoi l'avantage d'avoir plus de gens ou plus d'investisseurs dans nos fonds d'investissement versus d'avoir je sais pas, fonds institutionnel qui voudrait nous aider ou qui voudrait investir avec nous, d'avoir un gros investisseur qui voudrait devenir partenaire avec nous? C'est quoi le potentiel ou le cheminement? Pourquoi, dans le fond, Vision Dev va vers les fonds d'investissement? Un n'empêche pas l'autre. Puis les investisseurs institutionnels vont sûrement, éventuellement, s'aligner avec nous quand on va avoir peut-être un peu plus de volume. Parce qu'ils aiment le volume, les fonds institutionnels. Mais l'idée d'avoir des fonds, c'est surtout le pouvoir d'achat. C'était une des choses, un des principaux avantages qu'on voyait dans se structurer en tant que fonds, c'est que les deals, on le sait tous en immobilier, ils passent vite. C'est ceux qui sont capables de sauter dessus le plus rapidement puis de passer à l'action qui gagnent les deals souvent. La vitesse compte. Et en ayant un fonds, on a sécurisé le capital en amont. On a déjà un butin à déployer dans une opportunité. Les vendeurs le savent. Nous-mêmes, on se sent plus en confiance quand on fait des offres de cette manière-là, ce qui fait qu'on est capable de négocier des meilleurs termes. Mm-hmm. Donc, en tant qu'acheteur, ce qui est notre rôle presque à temps plein, ça fait une grosse différence d'avoir le capital sous la main en tout temps quand on est prêt à faire un deal. D'avoir des meilleurs deals, comme tu dis, avoir de plus gros pouvoir de négociation, pouvoir d'achat. Oui, complètement. Fait que ça, c'est le gros avantage. C'est aussi d'avoir une perspective un peu plus fiable sur les mois à venir, sur les trimestres à venir en termes de capital à déployer. On sait qu'est-ce qu'on va avoir comme déploiement dans les années à venir parce qu'à l'intérieur d'un fonds, on sait qu'on va lever le capital, on va le déployer dans une opportunité, dans un deal.
mais il va être refinancé, puis on va pouvoir à nouveau le redéployer dans 2 ans, et ainsi de suite. Fait que ça nous donne beaucoup plus une vision sur le long terme Ouais, tu peux mieux qui est planifier. fiable. Donc, on peut planifier une business autour de ça, on peut engager du monde, on peut bâtir une équipe. Tandis que dans notre ancien modèle, où est-ce qu'on trouvait un deal, puis après on levait le capital, on était tout le temps dans l'incertitude. On ne contrôle pas les investisseurs et leurs aléas, leurs intérêts, leur capacité de payer à un moment qui ont peut-être plus à un autre moment. Donc, ça nous amenait trop d'instabilité. Et comme toi, on partage la vision de bâtir une entreprise durable, qu'une équipe qui va rester avec nous pendant des années et des années. On veut bâtir des systèmes. Ça ne se bâtit pas sur de l'incertitude. Puis les fonds, ça en enlève beaucoup. Oui, du rendement du récurrent, des revenus récurrents. Vraiment, regarder ça comme une business versus deal by deal. Exact. Fait que c'est un avantage tant pour les investisseurs que pour nous. Et selon toi, à ce point-ci, c'est quoi ta vision? C'est quoi la vision de Vision Dev avec les fonds immobiliers? Ça demeure la même. T'sais, on s'est fixé un objectif de bâtir un portefeuille de 100 millions de dollars d'ici notre 10e anniversaire, ce qui revient à quelques centaines de portes, presque 500. On a toujours imaginé un portefeuille de quelques milliers de portes dans le futur. C'était la tête d'investissement que ça nous tentait de gérer, c'était la business qu'on voulait bâtir, c'était l'équipe qu'on voulait créer. Et pour y arriver, c'est à travers ou par l'entremise de fonds immobiliers qu'on veut y arriver. On est à une fourche en ce moment de décider quelle va être la prochaine structure qu'on va employer pour lever du capital. Est-ce que ça va être un autre fonds fermé ou pas? Mais dans tous les cas, ça va demeurer de regrouper des gens qualifiés, des investisseurs qualifiés derrière une vision d'investissement long terme, comme on le fait en ce moment, mais à plus grande échelle. Puis peut-être impliquer des investisseurs institutionnels éventuellement ou des grosses familles qui voudraient se ranger derrière nous pour qu'on gère cet aspect-là de leur portefeuille. Fait que ça demeure toujours la même stratégie d'investissement que j'imagine pour nous pour les années à venir, continuer à investir dans du multifamilial à valeur ajoutée. Le monde commence à connaître c'est quoi notre stratégie, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au Québec dans notre marché. Mais c'est ça, je veux te poser la question. Premièrement, pourquoi de l'immobilier? Pourquoi c'est un bon investissement selon toi? Pourquoi le multifamilial, la valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on fait en tant que tel chez Vision Dev, si tu pourrais mieux le définir? Donc, on achète des immeubles à revenus multifamiliales, donc des blocs appartements, 10 logements et plus. À Montréal, dans le Grand Montréal, on a acheté un premier en dehors de Montréal cette année, à Longueuil. Mais on imagine ça assez local. Et c'est de les choisir en fonction de leur potentiel de croissance. Donc, on n'achèterait pas des immeubles neufs. On n'achèterait pas des immeubles complètement rénovés. Nous autres, on achète des immeubles un peu négligés, qui sont en retard sur leurs revenus, parce que pour nous, on voit un potentiel de faire croître sa valeur dans les années qui suivent. Donc, c'est pas juste d'acheter, de détenir, c'est d'acheter, de faire croître rapidement la valeur de nos immeubles à l'intérieur d'un portefeuille. Donc, on a une dizaine de projets à notre actif. Donc, il y a un effet de volume. On a une équipe qui peut gérer ça de manière efficace. Et le multifamilial, on aime ça parce qu'il y a un très bas taux de vacances dans le marché depuis des décennies. On ne voit pas ce taux de vacances-là monter dans les prochaines années parce que la demande demeure extrêmement forte pour du logement. Les loyers moyens montent à chaque année. Bon, en ce moment, c'est un peu plus stable, mais on s'attend à ce que ça continue à monter parce que la demande est très, très forte. Et les loyers marchands les loyers des immeubles qu'on achète sont très en retard là-dessus. Donc, on sait que naturellement... Qu'est-ce que ça veut dire être un loyer en retard? Donc, quand on achète un immeuble, typiquement, là, on peut imaginer un 10 logements de 4,5. On va l'acheter avec des revenus souvent d'à peu près 1 000 $ par loyer, par mois. Un loyer de 4,5 dans Montréal, ça se loue au-dessus de 1 500 aujourd'hui. 1 600, 1 700. Ça peut monter jusqu'à 2 000 dans certains quartiers. Donc, il est très en retard par rapport au marché à cause j'appellerais ça de la négligence de la part des propriétaires qui ne savent pas comment naviguer le marché, qui ne savent pas comment gérer leurs immeubles de manière proactive comme on le fait. Donc, des propriétaires qui n'auraient pas augmenté leur loyer depuis plusieurs années. Ils n'ont pas fait suivre les loyers. Il y en a énormément.
Souvent parce que l'immeuble lui-même ne permettrait pas d'augmenter ces loyers-là parce qu'il est tellement en mauvais état, il n'a pas été entretenu. Ce n'est pas des propriétaires professionnels. Le marché a énormément changé dans les 10-20 dernières années. Puis il y a beaucoup de propriétaires qui ont encore leurs immeubles puis qui sont satisfaits des rendements de leurs immeubles, mais qui ne réalisent pas que leur immeuble pourrait valoir le double, voire le triple s'il était bien géré. Nous, on sait les identifier. On les achète puis on les optimise. Donc, on ramène cette valeur-là au marché. Et il y a beaucoup, beaucoup de travail comme ça à faire dans le marché pour un opérateur assidu comme nous. Donc, je ne vois pas notre stratégie changer dans la prochaine décennie. Il y a d'autres stratégies d'investissement immobilier qui fonctionnent bien, mais nous, on a choisi de rester concentrés sur une stratégie, puis devenir un expert dedans, puis être connu dans le marché comme un expert dedans. Et est-ce que tu vois qu'il y a une différence entre le marché montréalais versus l'en dehors du Québec, ou on peut parler du Canada ou des États-Unis? Oui, définitivement. Les multiples ne sont pas les mêmes. Donc, la valorisation d'un immeuble à revenu, c'est calculé à partir de multiples d'un marché. Dans notre marché, un immeuble va se transiger 20 à 25 fois le revenu net. Donc, le multiple, c'est 20 à 25 fois dans notre marché. Il y a d'autres marchés qui vont se transiger à 15 fois le revenu net. Donc, tu payes l'immeuble beaucoup moins cher pour les mêmes revenus. Donc, ça, c'est des marchés dans lesquels ça va être plus des stratégies de cash flow. Donc, tu achètes des immeubles pour sa rentabilité, mois par mois, tu vas générer un cash flow. Dans notre marché, c'est un marché de croissance. Vu que le multiple est très élevé, on peut vraiment être gagnant sur des stratégies de valeur ajoutée comme on fait, parce que les multiples sont de notre côté. Donc, c'est un peu complexe pour le non-initié, toutes ces histoires de multiples-là, mais chaque marché a ses caractéristiques, puis il y a des stratégies qui vont s'adapter à ces marchés-là. Donc, on voit beaucoup de monde du Québec regarder l'Alberta en ce moment, parce que les multiples sont moins élevés, donc il y a plus de liquidité à chaque mois, il y a plus de cash flow dans les immeubles. Par contre, si tu réussis à augmenter tes loyers de 100 $ par mois, ça n'a pas le même impact sur la valeur de l'immeuble que chez nous. Ou diminuer la dépense. Ou diminuer les dépenses. Donc, les stratégies vont être plus sur du cash flow, un bon financement, mais pas autant de leverage que chez nous. Puis, donc, il faut savoir ajuster ces stratégies en fonction du marché. En ce moment, nous, on est dans un seul marché, puis pour l'instant, on veut rester dans notre marché parce qu'on le connaît bien, parce que nos investisseurs nous font confiance dans ce marché-ci. Mais c'est pas impossible que dans les prochaines années, on explore d'autres marchés parce qu'il y a d'autres opportunités différentes qui répondent à des besoins différents, comme l'Alberta, comme les États-Unis, comme les Maritimes. Mm-hmm. Super. Puis toi, Léo, ça fait Vision Dev ensemble, ça fait maintenant 7 ans, notre 8e année en ce moment. Mm-hmm. En fait, qu'on travaille ensemble. L'entrepreneuriat ou te lancer en affaires, c'était pas la première fois que tu te lançais en affaires avec Vision Dev. Tu as commencé plus tôt avec étudiant votre service peinture, qu'on s'est connus dedans. Tu as fait l'immobilier aussi un petit peu avec ton père. J'aimerais ça parler de l'entrepreneur, j'aimerais ça parler de toi, ton cheminement. Je te connais, tu es entrepreneur, mais tu es aussi un artiste, tu es quelqu'un qui crée beaucoup, tu es un papa à temps plein. Tu t'es bâti une cabane dans les bois pendant la fin de semaine, pendant la pandémie. Donc, je voudrais savoir ton cheminement pour être devenu entrepreneur que tu es aujourd'hui. Ça a commencé où, cette espèce d'aspiration pour la créativité ou l'entrepreneuriat? Inspiration. La créativité, ça fait plus loin que je peux m'en rappeler. Si on parle de créativité là, artistique, je dessine, je peins, je fais des modèles réduits, je fais des trains miniatures dans mon sous-sol. Je fais plein d'affaires de même depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été manuel. Pendant un bout, j'ai même pensé que j'allais finir par étudier en art. Le monde pensait que j'allais étudier en art, parce que j'étais connu comme étant l'artiste. Mais... Et tu n'as pas étudié en art? Non, jamais. Mais parce que, je sais pas, à quelque part, il manquait l'aspect mercantile. Je l'ai comme découvert en vieillissant que j'aimais le commerce, j'aimais la business, sans savoir que c'était ça que j'aimais, mais il y avait un aspect de bâtir une organisation, de bâtir une entreprise. Je me voyais pas devenir entrepreneur en tant qu'artiste, donc... Instinctivement, je suis jamais allé dans ce chemin-là.
c'était plus un hobby parce que c'était plus individuel. Puis c'était pas ça que je recherchais. Mais la business, c'est quand même arrivé tard. C'est comme que j'ai formellement décidé de m'en aller étudier en business, de vouloir de m'en aller en affaires. Je pense que j'ai terminé le secondaire, même le cégep, puis je savais pas encore si je voulais aller à l'université, mais je savais pas en quoi. Je pense que c'est la dernière année de cégep que j'ai décidé que je voulais m'en aller en business. Puis même à ce moment-là, je savais pas trop pourquoi. Fait que c'était pas clair pour moi où est-ce que je voulais aller. Mes 2 parents étaient travailleurs autonomes. Mon père avait eu des business dans le passé. Donc, j'ai quand même grandi là-dedans. J'ai eu cet exemple-là. Ça me faisait pas peur. Même que je me considérais comme... Je pourrais faire comme eux. Je pourrais partir ma business un jour. Mais c'était pas défini. Puis j'avais pas de grand plan jusqu'à ce que j'arrive à l'université. J'ai été à John Molson à Concordia parce que je voulais apprendre l'anglais. Je voulais devenir plus... je parle anglais déjà. J'ai grandi à Montréal. Mais je voulais approfondir l'anglais, devenir plus fluent, bilingue. C'est là que dans ma première année, j'ai découvert les franchises de peinture étudiante. Étudiant à votre service, c'était dans ma 2e année, ou même 3e, je pense, ou 2e... parce que j'avais 20 ans. Donc, je commençais quand même mon parcours universitaire. Et j'avais l'occasion de partir ma propre business avec un coach et voir si c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais avant même de commencer, j'étais déjà passionné par l'idée du défi, de l'aspect créatif, de construire ta propre organisation, trouver tes employés, les train, créer des systèmes d'entraînement, c'est là que tout a cliqué pour moi. L'aspect créatif, mais l'aspect mercantile et les chiffres et bâtir une organisation. Ça s'est tout connecté, puis c'est là que j'ai vu que l'entrepreneuriat, ça m'allumait énormément avec la peinture étudiante. Donc, mon père m'avait déjà introduit à l'immobilier à ce moment-là, mais je ne le voyais pas encore comme une business. Qu'est-ce qui t'avait introduit? Donc, quand j'étais, je pense, en secondaire 2 ou 3, mon père a acheté un 30 logements dans le plateau Mont-Royal, proche du métro Mont-Royal. Oui. Et c'était un peu un drôle d'addon. Mon père était courtier immobilier, surtout résidentiel, vendait des maisons, des condos. Mais il avait sa licence commerciale, puis un de ses chums avait ce 30 logements-là à vendre. Fait qu'il a donné le listing à mon père pour qu'il le mette à vendre. Puis 2 fois, l'immeuble a été vendu, puis finalement, la vente est tombée à l'eau pendant le processus d'acquisition. Puis après la 2e échec de transaction, mon père a réalisé qu'il y avait du collatéral sur son chalet, puis que c'était peut-être un défi qui l'allumerait, puis il a décidé de faire une offre à son ami, puis finalement, il l'a acheté. Fait que c'est un peu arrivé de nulle part. Il y avait eu un bloc quand il avait 20 ans, là, 20-25 ans avant. Fait qu'il n'y en avait pas eu pendant très longtemps, mais mon père Emmanuel, il savait qu'il serait capable d'entretenir ce bloc-là, de s'en occuper, puis acheter ça. Fait que j'étais au secondaire et rapidement, il m'a donné des jobs dans ce bloc-là. C'était mes jobs, dans mes premiers jobs pendant l'été, c'était ça, faire de la peinture de logement. Éventuellement... Donc, c'était ça le lien avec la peinture étudiante après? Oui puis non. Mais j'avais déjà des skills de peinture, mais c'était pas... je m'attendais pas à faire la peinture moi-même. Non, mais t'étais manuel. C'était pas ça qui m'intéressait, mais j'avais au moins des connaissances. C'était un plus. Et c'est ça, comme rapidement, mon père m'a donné plus de responsabilités. En fait, je me souviens qu'à chaque année, je redemandais, je peux-tu devenir le gérant du bloc? C'était comme pas de suite. Mais ton père avait pas de gestionnaire. C'était lui qui faisait tout lui-même. C'était lui le gestionnaire, puis il y avait un concierge. Il y avait une femme de ménage, oui. Donc, il prenait les appels des locataires, faisait les locations, dealait avec les problèmes lui-même. Exact. Puis je pense qu'à un moment donné, il était tanné de le faire. Oui, j'imagine. Le concierge commençait à moins bien faire sa job. Fait que puis moi qui lui redemandais à chaque année pour le devenir. Puis, tu vois, je voulais le devenir, mais je sais pas pourquoi je voulais le devenir. Mais la responsabilité est là. Je devrais être capable. Je devrais m'en sortir, donc je devrais le faire. C'était comme une espèce de défi que je voulais relever. Puis à un moment donné, il a fini par me la donner. Puis j'ai géré son bloc de même jusqu'à ce qu'il le vende quand j'étais rendu à la fin de l'université. Et ça m'a montré, surtout, ce modèle-là nous a influencé dans Vision Dev parce qu'on a vu comment valeur mon père a créé dans ce bloc-là, qui était un projet de value add, mais
super Dans le étiré. Ouais. Mon père faisait ça tout seul, il n'y avait pas une Est-ce que grande tu te souviens des vision. chiffres un peu? Non, il ne me parlait pas des chiffres à ce moment-là. Puis je m'y intéressais pas non plus. OK. Je n'étais pas rendu là. Mais je le voyais, par contre. Mon père a fait la conversion électrique de l'immeuble pour que ce soit les locataires qui payent leur facture électrique. Je pense pas que les panneaux électriques... Je pense qu'il a dû remplacer un paquet de panneaux électriques pour y arriver. Ouais, puis c'était compliqué. C'était compliqué. Puis il a fallu qu'il fasse ça dans chaque logement. Puis c'était une grosse job. Puis il était super impliqué là-dedans. Parce qu'il voulait sauver des coûts. Puis il n'y avait pas de notre vision de bâtir une business. Fait qu'il faisait tout lui-même. Fait qu'il il était brûlé de Dans tout ça, ton père était toujours courtier immobilier. Oui. Donc, Puis il faisait des projets de flip de condo. Il en faisait pas mal. Là. Donc le bloc, c'était sur le côté. Ouais. OK. Exact. Donc, tu me demandais d'où provenait mon sens de l'entrepreneuriat. Ça a vraiment commencé à l'université. Avant ça, c'était pas là. Ça s'enlignait pour ça, mais c'est à l'université que j'ai fait le déclic que moi, je voulais être entrepreneur dans la vie. J'ai commencé à lire des livres, Tim Ferriss. Mais le déclic est arrivé après avoir essayé le concept de la franchise étudiante ou c'est parce que tu étudiais là-dedans ou tu regardais les livres? C'est un mix. Ça s'est comme tout passé en même temps. J'étais à l'université en business. J'avais pas été en business à l'école. J'avais pas étudié quoi que ce soit. J'avais pas lu un livre de business avant de rentrer à l'université. Oui. Fait que tout est arrivé d'un coup. Je me suis mis à dévorer les livres. J'achetais je sais pas combien de livres par année de business. On faisait étudier en votre service où est-ce que je me faisais brainwash sur le mindset puis bâtir une business puis être autonome. J'étais à l'université en business puis j'avais d'autres projets universitaires après John Molson. Fait que j'étudiais super fort pour être comme premier de classe, pour avoir la cote R. C'est-tu la cote R? Oui. La cote que ça prenait pour rentrer dans le programme que je voulais faire après. Donc, j'étudiais super fort. C'était quoi ce programme-là? J'y voulais aller en droit pendant un bout, à McGill, comme j'étais vraiment attiré par leur façon d'enseigner le droit, puis le mix avec le common law, puis l'aspect plus philosophique de... Fait que là, j'ai fait des cours de philosophie quand j'étais à l'université. Bref, j'ai vraiment travaillé fort pour ce programme-là, pour me rendre compte finalement que j'étais vraiment passionné par l'entrepreneuriat, puis c'était pas ça que je voulais. C'était de devenir entrepreneur. Fait que j'allais pas continuer l'université. J'allais juste finir mon programme, puis faire autre chose. Mais je savais pas quoi encore. Mais qu'est-ce qui te passionnait? C'est quoi ce déclic-là? Pourquoi tu te dis de la passion d'entrepreneuriat? Au début, c'était pas super clair, mais je pense que c'était deux aspects. C'était la liberté de créer ce que je voulais. Comme créer mon propre brand, ma propre équipe, mes propres systèmes. Donc, bâtir ça. Puis le défi. Le défi, je réalise, prend beaucoup part de ma vie. Je veux tout le temps le prochain défi. J'aime ça me challenger, voir où mes limites. Puis, donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était un terrain de jeu infini de défis. Mais c'était pas... Mon why n'était pas plus approfondi que ça à ce moment-là. Là. Mais c'était un instinct. Absolument. Ouais. Et à ce moment-là, donc, tu faisais une franchise étudiante en même temps qu'elle allait à l'université. Ouais. Donc, selon toi, aujourd'hui, est-ce que la franchise t'a mieux éduqué que l'université ou l'université t'a appris plus que la franchise? C'est deux choses. Ils m'ont appris deux choses différentes. T'sais, j'aime intellectualiser, j'aime comprendre, j'aime la théorie, j'aime tout ça. Puis l'université était bonne là-dedans. T'sais, étudier des case studies sur McDonald's, les grosses... Je me souviens d'un case study de McDonald's qui a décidé de partir McCafé, par exemple. C'était comme une décision majeure qu'ils ont pris à un moment donné. Puis pourquoi ils l'ont pris? Puis c'était quoi les pour, les contre? Débattre de ça en classe après. C'est très intellectuel. C'est vraiment pas concret. C'est que là, on va aller chercher des concepts de marketing, de gestion, tout ça. Puis moi, j'aimais ça. Je trouvais ça intéressant. Puis ça m'a beaucoup appris sur la business plus macro. Oui. Puis je lisais beaucoup de livres à ce moment-là, des livres comme Good to Great, ça t'apprend des concepts plus macro. Puis je trouvais ça, je pense, c'est plus dur de pinpoint le retour que j'ai eu dans ma vie, parce que c'est des concepts plus vastes, mais je pense qu'ils sont super importants quand même dans les décisions que je prends. Mais étudiant à votre service, c'était concret. Oui. J'apprenais à vendre. Je lisais un livre sur comment vendre, puis le lendemain, j'étais dans un meeting avec un client, puis j'appliquais les techniques.
puis j'allais me faire donner du feedback par un coach après. Là. C'était très concret et je pense que c'est comme ça que tu apprends le plus vite. C'est en pratiquant, Absolument. avec feedback, pratique. Tu te développes extrêmement vite. Fait que peut-être étudier en votre service m'a plus appris, mais t'as trippé à l'université. j'ai aimé l'université quand même. Je T'as pense aimé le que côté pour moi, ça théorique. m'a apporté quelque chose, je pense. Mhm. Ouais. Puis aujourd'hui, comme c'est une discussion qu'on a ouvertement avec d'autres entrepreneurs, mais si je te pose la question juste comme ça, tu penses-tu que, dans le fond, l'université aujourd'hui, c'est une nécessité pour devenir entrepreneur ou avoir du succès dans la vie? Non. Mais ça dépend pourquoi. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, là? Mais si en général, tu me dis qu'il faut passer par l'université pour avoir du succès dans la vie, non. Non, faut pas passer. Mais si quelqu'un est curieux, aime les livres, aime comme ce genre ce que l'université peut apporter, ben c'est une belle source d'apprentissage. C'est le prochain niveau. Comme si tu as aimé l'école, si tu as aimé étudier, ben l'université, c'est une coche au-dessus. C'est un challenge en soi. C'est un challenge en soi, puis ça développe des skills plus... Ça forge ton caractère. Ben oui, mais ça te force à devenir vraiment bon avec écrire, communiquer, des idées. Jongler avec 5 sujets en même temps. Oui, mais c'est des skills pas cérébraux, mais c'est moins concret, mais ça t'apprend à bien écrire, bien communiquer une idée, absorber de l'information. Ça t'apprend à apprendre à un autre niveau encore que l'école. Puis apprendre à apprendre, ben, tu deviens un meilleur entrepreneur par ta capacité d'absorber plus d'informations, puis d'être logique, puis tout. Donc, je suis comme neutre. T'sais, mais si c'était blanket, je dirais non, t'as pas besoin d'aller à l'université. Mais t'es content de l'avoir eu dans ton parcours. Ouais. Puis, probablement que si mes kids y allaient pas, ma prochaine génération y allait pas, je serais déçu parce que j'aurais l'impression qu'il manquerait quelque chose. Mm-hmm. Je pense que c'est là que je me situe. C'est du développement en soi. Ouais. C'est intéressant, oui. Que tu pourras peut-être plus refaire dans ta vie parce que c'est le bon moment. Oui, absolument. T'sais, toutes les autres, il y a beaucoup de jeunes. À cet âge-là que la plupart du monde sont à ce niveau-là. Puis j'ai fait un échange en France universitaire qui est incroyable. J'ai découvert étudier en votre service de même. C'est... Vraiment intéressant. Et après l'université, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cheminement vers Vision Dev? C'est quoi les autres étapes que tu as prises ou qui a eu lieu pour te rendre à Vision Dev? Ben, ça revient tout le temps à notre fameuse décision de partir une business ensemble qu'on a pris à la fin de l'université. Les deux, on terminé notre programme pas mal en même temps. Je pense qu'on a pris la décision qu'on était encore à l'université ou on venait tout juste de finir. Moi, je le vois comme vraiment, ça s'est passé quasiment simultanément avec la fin de l'université. Absolument. Et on a décidé qu'on voulait partir une business ensemble. Même avant cette décision-là qu'on a prise, c'était pas encore clair où est-ce que je m'en allais. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, j'explorais parce qu'on a décidé de faire une business ensemble. On savait pas quel business. Oui, c'est ça. C'était même pas tant clair, là. Mais je pense que l'immobilier est arrivé très rapidement sur la table. Oui. Toi, tu faisais des formations. Moi, j'avais un background. Et je pense qu'à ce stade-là, on s'est peut-être pas dit qu'on allait se lancer pour les 20 prochaines années devant nous, mais on s'est dit on va essayer quelque chose. On va essayer d'explorer ensemble, de faire quelque chose. Puis c'est un peu de même que on s'est lancé dans l'immobilier. Mais il n'y avait pas de modèle d'affaires en tête clair à ce moment-là. On avait un premier mentor quand on a commencé qui était dans le développement. Puis il jouait à des très hauts niveaux du développement. Et ça nous inspirait. T'sais. On était des gars de défi, on avait confiance en nous. On se disait, eux, ils ont parti cette grosse business de développement-là avec un duplex. T'sais, ils nous racontaient l'histoire. Puis aujourd'hui, ils bâtissent des tours de 100 millions de dollars. Ça peut être nous. Fait que au début, c'était le développement. On avait... Même avec le background de mon père, c'était pas nécessairement reproduire ce que mon père avait fait. C'était pas dans nos plans au début. Et suite à avoir ce mentor-là dans nos débuts, selon toi, c'était quoi les premières grosses décisions qu'on a prises pour partir l'entreprise? On avait un mentor, on a commencé à parler avec beaucoup de gens, mais pourquoi on a commencé à faire comme des flips ou l'immobilier multiplex? Parce que c'était une première étape qui était accessible. Je me souviens plus exactement.
dans notre perspective, ça se situait où dans le grand master plan. Mhm. C'était un premier challenge. C'était défi numéro 1. C'était chapitre numéro 1. On allait flipper des condos, faire quelque chose de plus court terme, apprendre. On cherchait beaucoup à apprendre à ce moment-là. Mhm. C'était... on comprenait qu'on ne pouvait pas Il y juste avait de la se valeur dans l'apprentissage. Ouais, c'est ça. On s'est formé. T'es arrivé avec la formation du club que j'ai faite après. On a découvert le multilogement qui a fini par être notre modèle d'affaires. Mhm. Mais on se formait beaucoup. On allait beaucoup prendre des cafés avec des mentors. Tout le monde dans notre réseau qui était dans l'immobilier, on en parlait. Puis on rencontrait beaucoup de monde pour chercher des différents modèles d'affaires qui existent, trouver du monde pour nous conseiller. Ça devrait être quoi notre prochaine étape? Puis de fil en aiguille, quelques années ont passé, puis on a fini par vraiment être bien aligné sur un modèle d'affaires. C'était pas clair au début, là. Mais selon toi, ça a été quoi les premières étapes qui ont été très importantes dans la création de Vision Dev puis l'alignement de notre modèle d'affaires? Les personnes qu'on a mis autour de nous. C'était les formations, mais c'était un peu ça, les formations. C'était de mettre du monde d'expérience autour de nous pour... J'aimais la description que Randall faisait à cette époque-là, de comme flip des roches, puis regarder ce qu'il y a en dessous. Y a-t-il quelque chose? Flip la prochaine. Ben nous, flipper une roche, c'était aller rencontrer quelqu'un. Puis poser des questions, puis voir comment eux, ils faisaient de l'argent dans l'immobilier, puis qu'est-ce qu'ils voyaient de bon pour nous. Puis je pense que comment commencer. C'est ça. Je pense que ça, c'était ça notre... Puis on le faisait beaucoup, puis on le faisait... C'est pas payant faire ça. Il n'y a pas d'argent à faire avec flipper des roches, puis chercher. Puis la plupart du monde se tanne vite de faire ça, mais nous, on était persévérants parce qu'on avait vraiment une vision de bâtir quelque chose. Oui, parce qu'il n'y a pas de retour instantané, mais non. Pour nous, avoir une vision on se posait long terme, même pas la question. On ça le valait faisait. la peine. On le faisait. Absolument. Puis on a fait ça pendant longtemps, là. Oui. Tu as mentionné quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est que tu trouvais que l'immobilier multiplex était accessible. Okay? Récemment, on a été à la conférence de IMO HEC. Et lors de la conférence, il y a beaucoup d'étudiants qui parlaient, qui posaient des questions. Ils demandaient toujours la même question. Comment on fait pour rentrer en immobilier, pour devenir investisseur immobilier? Puis, ils prenaient toujours, ils se disaient comme je suis un étudiant de 18 ans, je commence en immobilier. C'est un peu notre cas au début. Les gens ne comprennent pas exactement comment l'immobilier peut être accessible quand on commence. Alors, peux-tu expliquer en général, dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on a fait pour commencer en immobilier ou pourquoi l'immobilier, c'est accessible pour quelqu'un qui commence? Ou je te repose cette question-là. Comme si un étudiant de 18 ans viendrait devant toi, qui vient de finir l'université, puis il se dit je veux commencer en immobilier. Comment je fais? Ben, je réponds tout le temps à la même affaire, c'est va te former. La formation, c'est un gros accélérateur. Puis va te former au Club des investisseurs immobiliers du Québec. C'est nos sponsors parce que je crois en ce qu'ils font, puis parce que c'est par là que nous, on a commencé, puis parce que je pense que c'est le coffre d'outils le plus facile à aller chercher et le plus complet que tu peux aller chercher quand tu commences. Va te former parce que tu vas tellement apprendre de choses à l'intérieur de 10 semaines. Tu vas tellement rencontrer de monde. Tu vas tellement bâtir rapidement un réseau d'experts autour de toi qui peuvent répondre à tes questions, que ce soit en gestion, en acquisition, en financement, etc. Mm-hmm. Que tu vas tout de suite avoir une bonne position pour dire « Ah, ben moi, j'ai envie de partir de ma business par là ou par là ou par là. Puis j'ai déjà du monde que je peux aller voir pour me faire aider dans la direction dans laquelle je vais aller. » Fait que tu as comme tout de suite un coffre d'outils. On aurait pu faire ça encore plus rapidement. Puis on aurait pu faire ça plus jeune. Puis on aurait été capable de partir de notre business. Grâce au club. Grâce à une bonne formation comme ça, ouais. Puis nous, on l'a fait au club, puis je la recommande encore parce qu'elle existe encore, puis elle est juste encore meilleure qu'elle était, tu sais. Mm-hmm. Puis cette formation-là, c'est autour du multilogement. Puis nous, c'est avec ça qu'on a commencé. Puis le multilogement, c'est assez accessible en général comme premier investissement immobilier. Donc, pourquoi c'est accessible en général? Parce que les autres options que tu aurais, ce serait le commercial, des locaux commerciaux. Ça serait de la location à court terme.
faire des Airbnb, des chalets locatifs, qui est une autre bonne façon de commencer aussi. Mais si on le compare, mettons, au commercial, le commercial, c'est beaucoup plus difficile à financer. Tu peux te retrouver avec des logements vacants pendant beaucoup plus longtemps. Tu peux te retrouver avec un logement commercial vacant pendant 1 an. Tu peux ne pas trouver de locataire. Oui. Et il faut avoir beaucoup d'argent de côté pour supporter un immeuble qui a la vacance comme ça pendant longtemps au début. C'est un bon investissement à faire quand tu as un petit peu plus les reins solides. Mais commencer avec ça, à moins que tu aies beaucoup d'argent, c'est pas idéal comparé au multifamilial qui est tout le temps plein. C'est facile de louer des appartements. Il y a beaucoup de demandes. Le taux de vacances il est en dessous de 2% à Montréal. Donc, ça, c'est une des principales raisons pour lesquelles c'est facile pour commencer. Puis, tous les baux que tu signes avec tes locataires sont pareils. Tandis que dans le commercial, il y a beaucoup de variances entre un bail et un autre. Il n'y a pas de bail standard. Il n'y a pas de régie du logement comme il y a dans le locatif résidentiel. Ce qui fait que c'est un petit peu plus facile à comprendre au début parce que c'est assez répétitif. Tous les appartements sont les mêmes. Donc, pour ces raisons-là, c'est un bon premier investissement. Mais c'est ça, donc tu as parlé de financement qui est plus facile, tu as parlé de l'opération qui est plus facile, mais pour quelqu'un qui commence, comment quelqu'un qui n'a pas nécessairement beaucoup d'argent peut acheter un multiplex? Comment on peut commencer à investir en immobilier au début? Nous, comment on a commencé, c'est en se formant, en trouvant des opportunités qui étaient hors marché. Donc, qui n'étaient pas sur l'MLS public. Donc, il y avait juste nous qui savions que c'était à vendre, ou 2-3 autres personnes. Et on allait voir des gens dans notre réseau pour leur demander d'investir avec nous pour acheter cet immeuble-là, parce que nous, on n'avait pas l'argent pour. Puis, en échange de parts dans le projet, nous, on allait s'en occuper, corps et âme. On allait être des partenaires là-dedans. On n'allait pas être un gestionnaire qui pourrait partir au bout d'1 an. On allait être super impliqué et on allait débloquer la valeur qui dormait dans cet immeuble-là en faisant du sweat equity. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à acheter nos premiers projets. C'est pas donné à tout le monde de réussir ce coup-là. C'est pas tout le monde qui a le réseau. Je dois avouer qu'on avait déjà un réseau établi. On avait du monde qui était capable de nous aider autour de nous. On avait de l'expérience en business. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce serait un peu plus difficile de réussir ça ou pas. Mais je pense qu'un chemin typique pour commencer dans l'investissement immobilier, c'est pas de commencer avec l'investissement, mais c'est de devenir un expert dans un des services connexes à l'investissement immobilier. Puis le gros avantage de ça, c'est que tu as des revenus que nous, on n'avait pas. Puis nous, on a vraiment rushé avec le cash flow dans nos premières années. On a décidé de lâcher nos jobs et de faire ça à temps plein, mais on n'avait pas nécessairement les revenus pour se supporter. Fait que c'était très difficile. Si on avait accepté d'étirer un peu plus le départ de Vision Dev, mais en ayant une business opérante qu'on gérait en même temps, comme, par exemple, devenir inspecteur, devenir évaluateur, devenir courtier immobilier. Agent de location. Devenir agent de location, devenir gestionnaire. Il y a plein de métiers qui entourent l'immobilier. Puis de cette façon-là, tu deviens un expert dans un domaine rapidement. Tu as des revenus, tu as une réputation dans l'industrie, tu te fais un gros réseau. Tu parles avec des investisseurs, tu parles avec des propriétaires. Il y a des deals qui vont venir vers toi. Et tranquillement, ben, tu vas te positionner pour ton premier deal. Tu te formes pendant ce temps-là. Puis ça, je pense, c'est une façon un petit peu moins rock and roll que ce que nous, on a fait d'y arriver. Puis je pense que tu peux aussi rapidement y arriver quasiment. Donc, penses-tu que notre stratégie initiale était un peu plus cow-boy que nécessaire? Oui. Je pense que oui. Je pense qu'on était tellement... on voulait tellement être indépendant, puis on voulait tellement 100% mettre notre temps sur de l'investissement immobilier et pas un side quest comme partir une business d'inspection ou partir une business de gestion. Mm-hmm. C'était comme on était tellement stické là-dessus qu'on a choisi de juste manger nos bas puis juste faire des deals, puis trouver des deals, puis trouver des investisseurs, puis essayer de vivre à partir des frais d'acquisition. Puis, pourquoi tu penses qu'on a pris cette décision-là au début ou pourquoi on avait ce cheminement-là de la valeur nette versus les revenus?
je sais pas, parce qu'on a lu Rich Dad, Poor Dad 2-3 fois de trop, là, je sais pas. je pense que c'était ça. On voulait pas échanger notre temps contre de l'argent. On voulait échanger notre temps contre bâtir notre patrimoine. Ouais. C'était ça notre règle. Donc, ça a définitivement été un struggle. Là, je peux en parler moi aussi. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que tu crois que c'était une erreur? Est-ce que ça a été difficile puis tu es heureux aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça faisait partie du cheminement? Ou est-ce que tu le changerais au complet à refaire ça? J'ai pas d'opinion là-dessus. C'est what's in the past, C'était stays un in mal the past. nécessaire? C'était ça les décisions qu'on a prises. Ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Je suis très fier de où est-ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait pu y arriver autrement? Peut-être. Mais on a pris les décisions qu'on a prises avec la meilleure intention puis le meilleur de nos connaissances à ce moment-là. Puis c'était notre attitude, c'était nos valeurs à ce moment-là. C'était ça la décision qu'on a prise. Je pense que s'il fallait que je le recommande à mon fils, mettons, ou un jeune qui veut se lancer en affaires, je recommanderais plutôt de passer par la voie d'une business opérante d'abord. Pour être plus stable. C'était pas nécessaire, je pense, de le faire comme on l'a fait, mais c'est comme ça qu'on l'a fait. Puis c'est correct. Tu parlais, donc tu es fier de où ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce que, tu sais, ça fait maintenant, donc on est dans notre 8e année, est-ce que quand on a commencé, tu te voyais où ce qu'on est aujourd'hui? Et est-ce que tu te voyais à un niveau plus bas, plus haut? Comme tu parles de fierté aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment représentatif de qu'est-ce que tu pensais dans tes débuts en immobilier? C'était plus long que je pensais que ça prendrait. Merci à la pandémie. On a eu des conjonctures économiques qu'on ne pouvait pas entrevoir à ce moment-là. Mm-hmm. On était à une époque où les taux d'intérêt étaient pratiquement à zéro. Et on voyait du monde autour de nous bâtir des portefeuilles extrêmement rapidement. Mais c'était du monde qui était là bien des années avant nous quand même. Donc, je m'attendais à ce que ça se passe plus vite, mais j'étais naïf aussi. C'était le billet du succès. Tu voyais un succès qui était, selon toi, instantané, mais ça faisait 8 ans que la personne travaillait en immobilier. Exact. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est ça que je te répondrais. Mais ça n'enlève pas que je suis super fier de où est-ce qu'on est parce que je suis moins naïf que je l'étais. Puis je réalise qu'est-ce que ça a pris pour se rendre où est-ce qu'on est là. Puis on n'a pas chômé. Puis on n'a pas... on est vraiment resté focus. On a eu une ténacité dont je suis fier pour se rendre où est-ce qu'on est là. Parce que c'est pas facile. Ensemble, on parle beaucoup de développement personnel. Tu as fait beaucoup de cheminement de ton côté avec... tu es un coach, dans le fond, en développement personnel. Tu as fait Vipassana. Tu fais des formations américaines sur le développement du mindset. Dans le fond, ça fait 8 ans que tu es entrepreneur, qu'on est partenaire, en fait, chez Vision Dev. Tu as eu un cheminement côté personnel. Selon toi, comment tu t'es développé à travers les 7 ou 8 années qu'on a été ensemble en tant qu'individu dans notre partenariat ou dans Vision Dev? Ben, j'ai beaucoup appris à me connaître dans ce parcours-là. J'ai une meilleure définition de mes valeurs aujourd'hui. J'ai une meilleure définition de mes défauts, mes challenges. J'ai une meilleure définition de mes forces surtout. Tout le coaching que j'ai fait avec Denis, ça m'a amené beaucoup plus de lumière sur mes forces que je prenais par humilité ou simplement par auto-sabotage. Je voulais juste pas les voir ou les reconnaître. Je me l'accordais pas. Qu'est-ce qui était mes forces. Donc, beaucoup appris à me connaître. Puis je pense que c'est la première étape pour devenir plus maître de soi-même, c'est de se comprendre, de se connaître, de savoir c'est quoi ses patterns, ses triggers, etc. Donc, j'ai été étudiant de moi-même autant que j'ai été étudiant de la business puis de la vie dans ces années-là. Et, c'est ça, parce qu'avec Denis, c'est pas un coach en affaires en tant que tel. C'est un coach où vous parlez de l'être. Oui. De toi, côté développement personnel. Exact. Ce qui est trippant, c'est que c'est un entrepreneur lui-même. Mm-hmm. Donc, on peut quand même parler de la réalité d'un entrepreneur à travers tout ça, mais
on parle pas nécessairement de décision d'affaires que j'ai à prendre ou c'est pas le but des appels, c'est plus moi dans la business, comment je me sens, puis est-ce que la business répond réellement à mes besoins, puis les défis que je vois en business, comment est-ce que ça s'aligne avec mes défis personnels ou est-ce que c'est un défi personnel au final auquel je fais face ou c'est un défi de business? Bref, c'est tous ces questionnements-là. Tu sais, Patrice Ménard disait, quand on avait été faire la semaine avec le club à Sainte-Lucie, c'est toujours resté avec moi, que ta business ne pourra jamais s'élever plus haut que toi. Puis, qu'est-ce qui fait que tu ne t'élèves pas? C'est souvent c'est toutes sortes de choses qui se passent dans ton subconscient. Des blessures, des traumas du passé, des fausses croyances sur toi-même ou des pensées limitantes que ton éducation t'a mis. Donc, le plus que tu peux découvrir ce subconscient-là, puis c'est quoi tous les mécanismes qui sont derrière toutes les décisions que tu prends, puis derrière ta perspective, le plus que tu peux venir défaire des nœuds qui vont te permettre soudainement de prendre l'expansion. Puis ça, c'est des années de travail. Puis je pense que tu peux sérieusement passer une vie à jamais voir ces choses-là. Oui. Puis peut-être, à quelque part, passer en côté d'une autre vie, à côté d'une vie meilleure. Donc... Oui, je pense qu'en termes généraux, on parle beaucoup de développement d'affaires ou coach en affaires, mais c'est rare que tu entends parler de quelqu'un, un coach personnel, pour se développer lui-même en tant qu'entrepreneur. Oui, puis beaucoup de ces blessures-là ou de tous les défis que tu as dans ton subconscient dont tu n'es pas conscient ont rapport avec toi et les autres. Et une business, ça vit sur la collaboration, sur le travail d'équipe. En tant que propriétaire d'une entreprise, tu es un leader, mais tu ne pourras jamais leader plus haut que tes blessures. Puis tu vas transmettre toutes tes blessures ou tu ne vas peut-être pas attirer certaines personnes à cause des blessures que tu as. Donc, si tu veux bâtir la business de tes rêves, ben il faut que tu deviennes le leader qui est capable de la bâtir. Puis ça, c'est en dénouant des nœuds. Donc, c'est un peu là-dessus que je travaille avec des coachs, puis que j'ai fait des séminaires et tout. Puis, pour répondre à ta question, ben ça m'a appris, comme je disais, à me connaître mieux. Donc, à mieux me gérer. À mieux me placer là où je sais que je vais bien performer versus d'autres endroits où je performerai moins. Et à être mieux avec les autres en général. T'sais. Et est-ce que tu vois un progrès, dans le fond, ou une ligne directrice entre ton développement personnel et le développement de ton entreprise Vision Dev? C'est sûr. Puis c'est difficile, par contre, à voir parce que je me souviens plus comment j'étais il y a 1 an. Je me souviens plus comment j'étais il y a 2 ans. C'est très difficile de remonter dans le temps sur comment tu te sentais puis comment tu étais en tant qu'individu dans le passé. Donc, les décisions que je prends aujourd'hui sont probablement vraiment meilleures que celles que je prenais il y a 2 ans, mais je m'en rends pas compte. Fait que c'est un peu dans le noir que tu évolues là-dedans. Fait qu'à quelque part, c'est une croyance que j'ai que ça vaut la peine de faire tout ce travail-là. Mais en même temps, est-ce que tu vois aujourd'hui que Vision Dev est une représentation de toi-même? Est-ce que tu vois que Vision Dev a les mêmes valeurs que toi? Ben oui, parce que un des blocages que j'avais, comme je disais, est beaucoup avec les autres, donc dans ma relation avec les autres. Puis j'ai toujours imaginé une business plus collaborative, une business qui impliquait plein de monde, leurs forces, puis qu'en harmonie, on était capable de faire quelque chose de plus grand. T'sais, on l'a souvent dit dans nos publications, ensemble, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Puis j'ai tout le temps eu dans ma vision qu'on était ensemble. T'sais, qu'on était un groupe d'investisseurs qui nous faisaient confiance, qu'on bâtissait une équipe. Et Vision Dev, aujourd'hui versus Vision Dev il y a 5 ans, c'est pas mal plus de monde. Oui. C'est une plus grosse équipe. C'est plus d'investisseurs. C'est plus de monde qui rayonne autour de nous, tant par le podcast que tous nos fournisseurs, tous les gens qui collaborent avec Vision Dev comme sous-traitants et tout. C'est comme beaucoup plus de monde qu'avant. Donc, ça, c'est-tu le résultat de ma vraie nature qui se reflète dans la business? Peut-être. Ça touche, j'aimerais toucher au partenariat aussi. On s'est lancé en affaires ensemble. Pourquoi tu voyais la valeur ajoutée au partenariat ou à une équipe
ou avoir, dans le fond, beaucoup de gens qui travaillent ensemble. C'était quoi le plus pour toi de faire ça que le faire toi-même? Ben, je vois juste pas le même plaisir dans le faire tout seul. Ce que je trouve beau de bâtir une business, c'est que c'est plein de monde qui travaille en harmonie. C'est comme un band, puis quand le band sait bien jouer ensemble, ça sonne bien. C'est un orchestre. Et ben, un orchestre, c'est pas une personne. Puis je trouve pas ça aussi beau une personne. Je trouve ça beau un orchestre. Genre. Donc, déjà de le faire en partenariat, ben soudainement, je n'étais pas tout seul, on était deux. Fait que les deux, on pouvait travailler chacun sur nos forces. Puis on pouvait partager les wins, puis on pouvait partager les défaites. Puis on était capable de s'épauler dans tout ça. Puis ça, je trouvais ça important. J'ai vu mon père tout seul, tu sais. C'était un exemple, un contre-exemple à tout ça. J'ai vu mon père tout seul dans son projet immobilier, puis le stress que ça causait, puis je me disais, c'est pas ça que tu veux. C'est pas ça que je veux bâtir. Tu veux profiter des wins, tu veux avoir du plaisir à créer une entité, tu veux faire partie d'un groupe de personnes. Ça me fait penser, l'immobilier, c'est long en tant que tel. C'est un processus. Faire un projet, ça prend des mois, voire des années. Comment tu fais pour te motiver à continuer par en avant ou à avancer, te lever le matin, célébrer les petits wins? Parce que, comme on le sait, là, ça prend des années avant d'avoir un win en immobilier. Comment tu fais pour continuer d'aller par en avant, même quand c'est plus tough? C'est juste je crois fermement à notre plan et à notre vision. C'est de la croyance. C'est une forte croyance, une forte faith, croyance. La foi. J'ai la foi dans notre business, dans notre projet. Puis je sais que aujourd'hui, on a beaucoup plus de résultats concrets qu'on n'en a jamais eu. Puis ça vient encore plus alimenter cette foi-là. Mais on a des visions très grandes, puis j'y crois. Assez fort que je suis prêt à passer des mois, voire des années à travailler sur quelque chose sans encore voir des résultats. Je pense que c'est ce que ça prend pour bâtir une business. Il faut que tu aies la foi dans ta business, puis que tu sois prêt à passer à travers tous ces défis-là. Puis on l'a tous les deux, puis ça nous donne la patience qu'il faut. Oui, parce qu'on a besoin de patience. Ça prend de la patience. Mais si je te demande, dans l'entrepreneuriat ou dans ta vie en général, c'est quoi ton why? Pourquoi tu fais tout ça? Comme oui, tu as de la foi à aller atteindre, comme tu me parlais tantôt au début de challenge, de but. Tu as de la foi que le système fonctionne, que que tu vas atteindre tes buts, mais c'est quoi le why en dessous de tout ça? J'ai besoin de créer. Ça remonte au début de la conversation. C'est vraiment fort en moi. C'est une énergie que j'ai, puis j'ai besoin de la canaliser dans un projet. Oui. J'ai besoin de défis dans la vie. J'ai besoin de tout le temps devoir apprendre des nouvelles choses. Comme ça m'allume, ça me stimule. Puis quand je le fais pas, ça fait le contraire. Mm-hmm. Donc, bâtir Vision Dev, ça répond à ces besoins-là. Et le résultat final n'est pas nécessairement ça qui est important. C'est ça. Comment tu définis la réussite? C'est-tu le résultat? C'est d'être stimulé et d'avoir de la place à ma créativité. Donc, j'ai réussi en ce moment. Je suis challengé tous les jours. On a constamment des nouveaux projets à imaginer, à visualiser, à mettre en pratique. Donc, j'ai réussi en ce moment sur ce plan-là. Un jour, aujourd'hui, je le vois déjà. De bâtir une machine, de bâtir une organisation qui est autonome, puis que je serais capable, en théorie, de me retirer de l'organisation, puis qu'elle fonctionnerait toute seule, comme une équipe, comme un orchestre, puis que ça ne nécessite plus moi. Elle est autonome. Moi, c'est une fierté, c'est un résultat, c'est une réussite pour moi. Puis en ce moment, on est pas mal rendu là. Maintenant, la vision est de bâtir quelque chose d'encore plus grand. Puis ça, je suis vraiment fier de ça. Puis il y a plein d'autres aspects, l'indépendance financière, c'est
l'indépendance financière comme telle va être le fun à vivre, mais c'est plutôt de dire d'avoir réussi à bâtir quelque chose, d'avoir créé le défi de créer ça puis que ça marche. C'est ça le plaisir pour moi, la réussite. Je vis la vie que je veux vivre en ce moment. Puis je suis vraiment reconnaissant de ça. Puis c'est ça. Donc c'est ça. Puis en même temps, tu passes ta créativité dans l'entrepreneuriat en ce moment. Ouais. Mais tu as fait aussi, comme tu es un artiste, tu fais ça aussi. Comment tu pourrais définir ton côté artistique? Tu fais des toiles, tu faisais de la peinture, tu faisais de l'art visuel. l'art visuel. J'ai fait beaucoup de peinture, de la sculpture. Plus jeune, je faisais des murales. J'étais payé pour faire des murales. Déjà, j'avais mon petit côté mercantile, entrepreneurial. Je m'imaginais devenir un muraliste bien payé pour faire des murales pour les festivals puis tout. Mais c'est ça, si je reviens à la réussite, que tu passes ta créativité dans l'entrepreneuriat en ce moment, on en a parlé à quelques occasions. Est-ce que tu te voyais aussi faire dans le fond, de l'art visuel en même temps que faire l'entrepreneuriat? Ou est-ce que tu te voyais devenir entrepreneur, artiste et, comme tu dis, vendre littéralement des œuvres toi-même? Et est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est ça que tu faisais dans le passé, puis est-ce qu'aujourd'hui, tu vois que c'est quelque chose que tu voudrais encore faire de plus que l'entrepreneuriat en tant que tel pour ton côté créatif? Oui, j'aimerais ça, down the road, recommencer, avoir un studio. Puis c'est un de mes rêves d'avoir une galerie aussi. Oui. Pour exposer dans ma propre galerie, mais surtout avoir un espace pour faire exposer des artistes émergents, pour créer des soirées, des moments, des performances, des choses. Ça fait partie de mes rêves, mais en ce moment, je suis concentré sur bâtir Vision Dev. C'est ça mon canal de créativité. Mm-hmm. Il n'est pas parfait. Il n'y en a pas un de parfait. Mais en ce moment, je peux quand même beaucoup comme channel ma créativité en bâtissant cette business-là. Mais c'est sûr que l'art fait encore partie de moi puis ça va revenir à un moment donné. L'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de ton temps. Comment, en ce moment, tu concilies le côté entrepreneurial en toi et aussi avoir une famille? Tu es fiancé maintenant, tu as un petit gars de 3 ans. La fin de semaine, est-ce que tu les prends off? Est-ce que tu es toujours on dans ta tête en pensant à la business? Comment tu fais pour gérer le côté familial, le côté artistique et le côté entrepreneurial à tous les jours, dans le fond? C'est un challenge. C'est vraiment tough. Vraiment, vraiment, je trouve. Je dépense quand même beaucoup d'énergie à juste essayer de planifier puis d'organiser dans ma semaine puis mes heures. Puis juste ça, c'est une partie de mon planning à chaque semaine. J'aimerais savoir plus de temps. Mais on s'est toujours vraiment bien entendu là-dessus. C'est une des 1000 raisons pour laquelle notre partenariat va si bien. On s'est toujours entendu sur le fait que la business, c'est important, mais on veut vivre des vies équilibrées. On veut être là pour nos familles. On ne veut pas complètement abandonner nos vies sociales. On veut être reposé. Puis on ne veut pas se brûler. Donc, depuis quand même longtemps dans notre business qu'on a nos soirées, nos fins de semaine pour nous. Donc, déjà, ça, c'est quand même beaucoup plus compatible avec une vie familiale. T'sais, on est capable d'être là pour nos familles le soir, le matin, la fin de semaine. Donc, je réussis à gérer grâce à ça. Moi, j'en ai juste un. Mais ma conjointe est entrepreneur aussi. Fait que ça vient avec tout son stress puis son planning, elle aussi. Puis... Fait qu'on trouve ça tough. Puis, je suis créatif, on en parlait, j'ai tout le temps 1000 projets, pas juste en business. Puis, je suis pas capable d'avoir juste la business, même si j'essaie d'être le plus focus possible. J'ai besoin quand même d'autres projets. Tu le mentionnais, que j'ai bâti une cabane. J'ai des projets de chasse, de pêche, de outdoors. La nature, c'est super important pour moi. Puis j'ai comme besoin de tous ces échappatoires-là, on dirait, pour être heureux. Fait que c'est tout concilier ça, c'est pas facile. Ouais. Moi, quand je prends une fin de semaine, c'est pour me relaxer. Donc, quand je reviens le lundi, je suis relax. Toi, tu as fait tellement de projets que tu es fatigué de ta fin de semaine en plus de faire l'entrepreneuriat. Mais ça m'allume en même temps. J'ai besoin de ça.
quand je suis allumé sur un projet, ça me donne de l'énergie. Je me lève le matin. J'ai pas envie de me coucher le soir. Je vis un peu sur cette énergie-là. Oui. Donc, je vais faire des projets les fins de semaine. Puis tu mentionnais que toi et ta conjointe, vous êtes entrepreneurs, puis tu me disais que tu voulais respecter le fait que comme à 5 heures, tu t'en vas pour ta famille. Est-ce que tu es capable de respecter ça? Ou est-ce que tu le dis parce que c'est ça que vous voulez faire en général, mais en réalité, ça change à tous les jours? Je le fais. En ce moment, Juliette travaille un soir dans sa clinique. Moi, je travaille un soir dans la business. On s'est donné un soir. Fait que là, en ce moment, il y a 2 soirs dans la semaine où est-ce qu'on n'est pas là. Mais les autres soirs, on est là. Les matins, il y a des matins, je vais partir vraiment tôt avant qu'il soit levé pour aller au gym avant d'aller au travail parce que c'est les seuls moments où je peux faire du sport. Mais les fins de semaine, on est pas mal tout le temps ensemble. En ce moment, on essaye de s'accorder une fin de semaine chacun par mois où est-ce qu'on est libre d'aller faire nos trucs sans avoir de responsabilité familiale. Mais on n'y arrive pas tous les mois, la vie va vite, puis mais on réussit assez bien, puis je nous trouve quand même très présents comme parents, puis comme famille, un pour l'autre. On réussit à faire quelques heures de peinture à numéro par semaine ensemble. C'est pour vous relaxer. C'est ça notre temps de couple en ce moment. C'est vraiment un bon truc. Ça occupe les mains, la tête, mais on parle, puis on n'est pas sur nos téléphones. Il n'y a pas Tom qui essaie de peinturer. Non, ça, c'est quand il est couché. Là. On fait une petite demi-heure, puis... Fait que c'est ça. Mais c'est un défi. Je trouve ça vraiment tough. C'est ce que je trouve le plus tough dans ma vie en ce moment. Ouais. C'est de gérer mon temps. Puis de donner autant d'attention à tout ce que je voudrais donner d'attention. Tous tes projets, puis tous tes aspects de la vie. Ouais. Parlant de tes autres projets, tu as fait un gros projet, ta cabane dans les bois. J'aimerais ça d'en parler parce que je trouve ça unique et fantastique en tant que tel. Mais je me souviens au début de la pandémie, tu m'as annoncé que tu allais faire un projet, donc construire une cabane dans les bois. Puis tu m'avais annoncé à ce moment-là que tu voulais la faire sans outils. Puis là, je t'ai regardé puis j'ai posé une grosse question. Pourquoi? Donc, explique-nous ton cheminement. Pourquoi tu voulais te bâtir une cabane dans les bois de tes propres mains? Puis, Donc, pour vous mettre en contexte, mon grand-père avait acheté 200 acres sur le bord d'un lac il y a de ça dans les années 40. Et une grosse partie de ces talons, on les a toujours dans la famille. Une partie que mon père a encore. Lui, il a sa maison principale maintenant. Il a déménagé à la campagne pendant la pandémie sur le bord d'un lac. Bien, il y a une grosse partie de la terre qui est sauvage, pas développée, sur le bord des terres de la couronne. Et on a des sentiers là-dedans. On va marcher là, puis ça nous donne un accès à la forêt. Puis au début de la pandémie, Juliette puis moi, on s'était amusés un après-midi, on n'avait pas d'enfants, à juste se bâtir une petite cabane avec des branches, pour le fun. On jouait comme des enfants, on a eu cette idée-là. Mais on a vraiment eu du plaisir à bâtir ça, puis on a pris notre après-midi, puis on revenait à Montville, puis on s'est dit, ce serait cool d'avoir une place dans le bois, très rustique, très simple, où est-ce qu'on pourrait venir faire du camping avec nos amis, mais il y a un abri, il y a quelque chose pour venir faire un feu, on passe la nuit là, puis c'est un peu de même que l'idée est venue. Puis le projet, bien évidemment, il a pris de l'ampleur, est devenu beaucoup plus ambitieux, puis on s'est dit qu'on allait bâtir une cabane en bois rond, à la manière de nos ancêtres. Dans le temps, les trappeurs, les bûcherons bâtissaient des camps de même dans la forêt au début d'une saison pour une saison. Fait que c'était des bâtiments temporaires. Ils bâtissaient ça en 2 semaines avec leurs mains. Une scie, une hache, un marteau, des clous. Il y avait aussi des chevaux pour les aider. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Les Autochtones faisaient ça beaucoup aussi, pas de chevaux. Okay. J'ai regardé beaucoup de vidéos, des vieux vidéos d'archives sur ça, puis ça me faisait vraiment triper. Donc, on s'est dit, on va le faire comme nos ancêtres le faisaient, ou le plus possible, à la hache, à la scie. Et on a bâti ça, c'est une petite cabane de 400 pieds carrés. Ça nous a pris 200 arbres pour la faire. On abattait des sapins, on enlevait l'écorce, puis on a bâti ça en bois rond. La même technique qu'on le ferait avec une chainsaw, mais avec une scie. On a bâti ça avec un toit vert sur le dessus, donc un toit végétal. Puis il y a un gros poêle en plein milieu, il y a un lit, il y a un loft.
où on peut recevoir des amis. Puis pour nous, c'était une façon d'avoir un endroit. On n'avait pas le budget de s'acheter un chalet à ce moment-là. Puis moi, je tripe sur la nature. On aimait les refuges. On faisait beaucoup de rando puis tout ça. Donc, on s'est dit, on va se créer notre propre refuge sur nos terres. C'est de même que le projet est parti. Puis c'était la pandémie. Donc, on a eu beaucoup d'aide les fins de semaine parce que tout le monde était un peu encabané. Il n'y avait pas vraiment d'occasion de faire du social. Et nous, on avait ce chantier-là à bâtir pendant tout l'été. Et ben, les règlements le permettaient-ish qu'on se réunisse pour dehors. Fait que là, c'était une occasion de voir des amis. Puis tout le monde était libre pour nous aider. Fait que je pense qu'une fin de semaine, on a eu jusqu'à 16 personnes qui nous aidaient à bâtir ça. J'ai essayé de filmer ça avec une GoPro. Finalement, j'ai jamais fait de montage, mais c'était une belle année de bâtir ça. Puis on l'a toujours. On l'a fait une grosse extension qui a doublé la superficie. Puis c'est un endroit pour juste aller se ressourcer dans les bois les fins de semaine avec mon petit gars ou avec des amis. Puis aujourd'hui, la page Instagram de ta cabane a le plus de followers que toi puis ta conjointe. Juliette, elle avait mis beaucoup de temps, des très belles photos, des beaux posts là-dessus, puis ça va attirer plein de monde. Là. Je croise encore du monde aujourd'hui qui connaissent notre cabane puis que je connaissais pas. Puis ils sont comme « Ah, c'est vous la cabane? » Puis le monde pensait qu'on vivait là, tu sais, à l'ancienne. Puis c'est plus pour les fins de semaine. Mais c'était le fun. Puis c'est encore le fun. On est moins dans le développement de ce projet-là. Maintenant, on essaie d'en profiter. Maintenant, tu peux plus relaxer. Ouais. Après une grosse semaine au bureau, tu peux relaxer un petit peu plus. C'est ça. Après une grosse semaine au bureau, je peux me pointer là avec 3 pieds de neige. Pour traîner un traîneau pendant 10 minutes avec Tom, puis les bagages. Puis... Non, c'est physique, mais c'est le fun. J'adore ça. Vraiment intéressant. On est vers la fin de l'entrevue. Fait que j'ai quelques questions pour toi de finale au podcast de Vision Dev, on pose d'habitude, donc je vais te les poser. Mais avant ça, dans le fond, on parlait d'entrepreneuriat. Moi, je trouve ça vraiment une bonne question, mais je te la pose à toi. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde? On trouve que le mot entrepreneur, aujourd'hui, c'est rendu sexy. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Est-ce que tu penses que c'est pour tout le monde? Puis est-ce que tu penses que n'importe qui n'est pas entrepreneur peut se lancer là-dedans puis avec beaucoup de passion et d'énergie peut devenir puis avoir du succès dans le fond? J'ai tendance à être vraiment optimiste puis avoir vraiment confiance en la capacité des gens. J'aimerais penser que tout le monde peut devenir entrepreneur. Mais je pense que ce serait optimiste. Je pense qu'à quelque part, tout le monde a certains des skills que ça prend pour devenir entrepreneur, mais avoir l'ensemble, c'est peut-être un peu plus rare. Puis c'est ce qui fait que tout le monde n'est pas nécessairement entrepreneur. Ça dépend aussi de c'est quoi la définition d'être entrepreneur. Là. Si c'est vraiment de bâtir une entreprise, de bâtir une PME, parce que je pense qu'être solopreneur ou être travailleur autonome, avec peut-être 2-3 assistants et tout, si c'est ça une définition d'entrepreneur, il y a beaucoup plus de monde, je pense, qui pourrait le devenir. Mais de là à bâtir une organisation qui, un jour, tu pourrais mettre sur pilote automatique, vraiment bâtir une entité autonome, ça, c'est pas pour tout le monde, je pense. Ça demande quand même beaucoup de skills qu'on continue encore à acquérir puis qu'on découvre. Ouais. Dans ton cheminement, en tant qu'entreprenarial, développement personnel, tu parlais que tu as lu beaucoup de livres. As-tu des livres que tu voudrais nommer aujourd'hui qui ont fait une grosse différence dans ton cheminement, que tu penses que serait intéressant pour les auditeurs de lire? Beaucoup de livres qui m'ont influencé. Déjà, je parlais de Tim Ferriss. Ses livres, The 4-Hour Work Week, mais son podcast aussi m'a énormément influencé, inspiré. Good to Great, c'est un grand classique de business. Il y en a tellement. J'ai lu beaucoup de biographies aussi. Les biographies de Schwarzenegger, Arnold. Je l'ai vraiment aimé, celle-là. Les biographies d'Elon Musk m'ont beaucoup influencé. Starbucks. J'en ai plusieurs que j'ai lus que j'oublie sur le moment, là, mais je trouve ça intéressant de
de comprendre toutes les réflexions, les biographies de Steve Jobs, toutes les réflexions que ces gens-là ont eues, les décisions qu'ils ont prises, comment est-ce qu'ils les ont prises, comment est-ce qu'ils se sont entourés. Ça a beaucoup shapé ma façon de penser à la business. Puis aujourd'hui, sûrement que je pense comme eux dans certains cas parce que je les ai tellement émulés dans ma tête. Y aurait-tu peut-être un livre de développement personnel ou un livre spécifiquement d'entrepreneuriat que tu recommandes aux gens? Ou peut-être même un podcast? Ben, ce podcast, c'est vraiment celui de Tim Ferriss. J'ai pas un livre en particulier, mais ni en développement personnel, mais peut-être pas du développement personnel, mais plus quelque chose de spirituel, tu sais, The Power of Now de Eckhart Tolle, Awareness d'Anthony DeMello. Ça, c'est des livres qui te font juste sortir de ta tête puis t'amener dans la réalité qu'on a tendance à... On vit pas dans la réalité, on vit dans notre futur, dans notre passé constamment. On est tout le temps en train de planifier, surtout en tant qu'entrepreneur, surtout comme je suis constamment en train d'imaginer des prochaines choses, puis tu vis pas dans ce moment-là, t'es pas là. Puis pour vraiment profiter de mon petit garçon qui grandit, puis faut que je sois dans le moment présent. Puis c'est très difficile de revenir dans le moment présent quand on passe nos journées au bureau à se projeter, puis à se projeter, puis à se projeter. De faire ce travail-là, c'est une façon de rendre la vie un peu plus savoureuse, puis plus concrète. C'est pas des choses qui vont nécessairement te rendre plus performant en business, mais peut-être plus aller chercher du succès dans ta vie en général. Grounded. Ouais, Eckhart Tolle. Une des dernières questions que tu poses toujours dans ton podcast, c'est la question de Tim Ferriss, qui dit si tu pourrais écrire quelque chose sur un billboard géant que tout le monde pourrait voir sur la Terre, ça serait quoi pour toi? Love is all you need, qui est ce que les Beatles disent. Je pense que je l'ai beaucoup exploré dans le coaching que j'ai fait avec Denis, mon coach personnel, sur les différentes fréquences dans lesquelles on peut être. Dépendamment du moment, on est dans une fréquence différente. Quand on est concentré, on est dans une fréquence. Quand on est dans un moment quand je suis dans un moment où est-ce que je suis très présent avec mon petit garçon puis qu'on a du fun, généralement, ça va être dans la fréquence de l'amour. C'est un hertz. C'est une sorte de fréquence. Puis, c'est une fréquence qu'on peut cultiver davantage. On peut se mettre dans cette fréquence-là beaucoup plus dans nos journées, dans plus de moments. Et il n'y a que du bon qui sort de ça, même en business. Mm-hmm. Quand tu es dans l'amour en business, tu vas vouloir être là pour les autres. Tu vas vouloir aider le monde tu vas vouloir aider tes clients. Tu vas vouloir aider ton équipe. Tu vas vouloir aider le monde en général. Et quand c'est ça l'attitude que tu as, il y a juste du succès qui t'attend. Et dans toutes sortes de situations, des conflits, quand tu te mets dans la fréquence de l'amour, tu vas trouver des solutions pour régler le conflit, tout le temps. Dans cette fréquence-là, l'ego se met sur le côté. Puis c'est ce que nos grands leaders dans le monde en ce moment devraient peut-être plus se mettre dans cette énergie-là. Puis il y aurait bien des problèmes qui pourraient se régler. C'est très hippie comme, non, c'est très bon. comme pensée, mais pour être en business et être dans les chiffres dans tous les jours, je réalise la puissance de ça dans tout ce que j'étudie en ce moment. Okay. Love is all you need. Super. Yes. Et ma question finale, c'est si tu aurais quelqu'un à nominer, quelqu'un que tu voudrais absolument interviewer dans ce podcast-ci, qui ferait une énorme différence pour, dans le fond, que tu voudrais toi-même interviewer, ça serait qui? C'est un peu tough de me poser cette question-là parce que c'est mon podcast. Puis tout le monde qui sont venus sur le podcast, je voulais vraiment les avoir là. Puis j'avais plein de questions pour eux. Puis il y a encore plein de monde que je voudrais interviewer. Donc, je pense pas que j'ai une réponse. C'est une personnalité connue? Sky's the limit. Là. J'aimerais vraiment savoir Luc Poirier sur le podcast.
Ça, on l'a rencontré en personne il y a quelques années. Sainte-Lucie. On le suit beaucoup. J'ai lu son livre. Puis c'est une personne, justement, qu'on parlait d'amour, que je sens qu'il a sincèrement un cœur dans la main. Il y a de la vision. Il y a une vision qui est complètement... il y a une espèce de clarté dans sa vision du futur qui lui permet de voir des opportunités là où on ne les voit pas. Puis je serais vraiment curieux de l'avoir sur le podcast pour comprendre comment est-ce qu'il a réussi à cultiver cette espèce de clarté-là puis d'éliminer autant le bruit. Mm-hmm. Malgré toute la pression qu'il vivait avec ses projets, il a réussi à maintenir une espèce de clarté que peu de monde ont réussi à avoir. Puis, tu sais, quand on parle de vision à réalité, lui, l'aspect vision est vraiment fort. Tellement fort que la ramener dans la réalité après, ça prend du culot, mais il y a eu une vision que personne n'a eue de toute façon. Puis ça, sont rares, ceux-là. Puis je serais vraiment fier Et c'est pour plusieurs projets. Et c'est pour plusieurs projets. Ouais, c'est pas un coup de chance. Là. Mm-hmm. Tu le vois, c'est pas un coup de chance. Par le résultat de tous ces projets de suite. Là. Donc, Luc, t'es invité sur le podcast. C'est bon, merci beaucoup, Léo. C'était super apprécié comme podcast. Puis, merci de m'avoir interviewé. Très content d'être sur cette chaise-là pour la première fois. Bon, on fera ça. Oui, exact. Puis je te trouve vraiment super inspirant. Et je nous souhaite que du succès pour les prochaines années avec Vision Dev. Let's go. Let's go. Notre podcast est propulsé par le CIQ, le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, là où tout a commencé pour nous. Utilisez le code promo VisionDev sur leur site web pour des rabais exclusifs. Alors voici un autre épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre un like, abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify. Ça nous ferait super plaisir d'entendre vos commentaires. Et n'hésitez pas d'entrer en contact avec nos invités. Ça leur fait plaisir d'échanger avec vous. Donc sur ce, je vous souhaite à la prochaine, puis un grand merci d'avoir écouté cet épisode.